partagé mes doutes, qu'est-ce que tu vas m'apporter, en quoi tu vas m'aider. T'as pas voulu me donner ton appartement, mais regarde, ton voisin, lui, il m'a donné son appartement. Une villa, on va être entre 20 000, 30, 40 000. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on accueille Omar de Kasbakiz. Il possède une grande conciergerie à Agadir. Il a une histoire aussi très sympa qu'on va parcourir aujourd'hui. Donc merci déjà Omar de t'être présenté, d'être venu aujourd'hui dans la vidéo. On va parler de ton histoire, de ta conciergerie actuelle et de ta vision plus tard. Merci à toi d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui nous regardent? Eh ben, merci à toi Reda pour avant d'en arriver là. Déjà, merci pour ton accompagnement. On aura l'occasion d'en parler. Bonjour à tous. Donc moi je suis Omar, je suis ingénieur de formation, quelques similitudes avec notre ami Reda. Et moi le déclic je l'ai eu beaucoup plus tard, avec 18 ans d'expérience dans l'ingénierie. Où je travaillais dans l'aéronautique en fait en France. J'ai 42 ans, ça se voit pas très bien, mais j'ai 2 enfants. Vous imaginez du coup les choix de vie, pourquoi j'en suis là. Voilà, donc un petit parcours de vie qui m'a emmené au soleil, même si aujourd'hui il fait pas très très beau à Agadir, mais il fait quand même plus de 20 degrés, donc Ah oui, ok, ouais, bah, quand même. on chipote quand on commence à s'habituer Ah au oui, luxe. quand on s'habitue, ouais, c'est vrai que quand on veut le maximum de Celsius. Et Omar, toi, qu'est-ce qui t'a donné de base l'envie de te lancer? Parce que si j'ai bien compris, tu habitais en France à un moment, c'est ça? Maintenant, t'es installé à quasi à 100%. Oui, ouais, donc moi j'ai, bon, comme beaucoup, après mon bac, j'ai fait mes études en France et j'ai commencé ma carrière. Donc l'idée de revenir au Maroc, bon, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et on va dire les parcours de vie, les choix de carrière ont fait que je suis resté plus de 22 ans en France. J'ai pas mal monté en fait dans une grande société aéronautique en France. Et puis il y a eu un déclic où il y a, bah, comme beaucoup après le Covid, j'ai investi au Maroc, où j'ai acheté une maison à Essaouira et j'ai commencé à la gérer à distance, donc tout seul avec l'aide de mon frère qui est sur place. Et en fait cet échange avec les gens, le fait de dire que bah, c'est un peu bête, mais de dire que je participe au bonheur des autres, tu vois, j'échange avec eux, j'essaye de mettre en place quelque chose pour les aider à passer des bons moments en famille, entre amis, etc. Donc c'est comme ça que ça a commencé, il y a un petit peu plus de 4 ans. Et puis petit à petit, envie de changement, que ça soit personnel ou familial. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas revenir au Maroc. Et du coup, bah, parmi les choix, c'était soit de travailler dans le même domaine que ce que je faisais en France, soit complètement changer de vie. Et vu que je suis joueur, j'ai décidé de complètement changer de vie. Incroyable. Et justement, je pense, j'ai l'impression que cette envie de changement était aussi un moteur dans la réussite que tu as aujourd'hui, parce que tu as rapidement scalé et développé ta conciergerie, tu étais très pragmatique, moi je me rappelle dès le départ. Et moi je me rappelle même, je pense que tu avais commencé le développement de ta conciergerie, mais tu avais pris 2 3 semaines au début, je pense, où tu n'étais pas in, et après tu as commencé. C'est intéressant de savoir aussi quel plan tu avais dans ta tête, quelle stratégie tu avais, parce que moi d'habitude, en fait, j'ai peur des personnes qui me disent, ok, je vais me lancer, mais dans 2 3 semaines, parce que là j'ai quelque chose à faire, j'ai peur qu'ils se refroidissent. Mais toi, tu avais une stratégie, tu avais une envie, tu as réussi à l'accomplir. Ouais. Bah, je vais même commencer l'histoire avant, quand je t'ai contacté pour la formation, où je me rappelle, je t'avais dit, moi dans tous les cas, je vais le faire. Ouais, Donc, ouais, si on y va ensemble, j'avais des doutes, je t'avais partagé mes doutes, qu'est-ce que tu vas m'apporter, en quoi tu vas m'aider, etc.
Et je t'avais dit, moi, dans tous les cas, c'est quelque chose que je vais faire. Je vais peut-être me casser les dents, mais je vais y aller. Et t'as pris le temps, tu m'as expliqué du coup ce que tu pouvais faire, le réseau, l'accompagnement. Euh, et ça a fait un peu tilt parce que tout de suite, j'ai compris que oui, je pouvais le faire tout seul. Mais par contre, ça allait pas être le même investissement. C'était un gain de temps mais incroyable. Le fait d'être dans un réseau, d'échanger avec des gens qui ont les mêmes problématiques ou qui ont déjà eu les mêmes problématiques que nous. Et aussi le fait de ne pas être seul. Tu vois, c'est pas. Hmm. Au départ, on est très très seul. Ouais. Donc quand on se lance dans un business, peu importe lequel, tu rames tout seul contre beaucoup de choses. Quand tu changes de vie, quand tu changes de domaine, le fait de te dire que tu n'es pas le seul à le faire, il y a d'autres gens qui sont en train de le faire et tu es guidé par des gens qui l'ont déjà fait. Donc du coup, c'était un accélérateur. Bon, c'est ça que j'ai compris dans notre échange et je me suis dit, allez, let's go. Mais j'ai fait aussi ce projet pour profiter plus de ma famille, passer plus de temps qualitatif avec mes proches. C'est pour ça que je t'ai dit, allez, go. Mais je viens d'arriver au Maroc. Je vais commencer par profiter quelques semaines de ma famille et après on va démarrer. C'est ça. Ah, Et ok, ok, c'est ce ok. qui explique du coup le petit moment d'arrêt. Ok, j'en ai profité là sur l'interview de te poser cette question directement en interview. Mais oui, t'as raison, hein. Je pense que si tu avais démarré solo, tu aurais eu les mêmes résultats sûrement que tu as maintenant parce que t'as le bon état d'esprit, tu travailles intelligemment et tu as la détermination pour. Mais en effet, ça aurait pu prendre plus de temps du part qu'il y avait des erreurs que tu n'aurais pas pu éviter, etc., etc. Donc, ok, merci pour ça en tout cas. Ça fait de la pub là pour le réseau de conciergerie, c'est très gentil de ta part. Mais tu as parlé des doutes justement. J'ai envie de savoir quels ont été les doutes ou les peurs particulières que tu aurais pu avoir au début justement. Alors, enfin, tu vois, ça se voit un petit peu sur la vidéo, mais j'ai quelques cheveux blancs. Donc, Bon. le fait de changer complètement de monde, tu vois, comme je t'ai dit, moi j'ai quitté le Maroc, j'avais 18 ans, je reviens, j'ai plus de 42 ans. Euh, il y a forcément des craintes. Et en plus, je me lance dans un domaine que je connaissais pas. Donc, le fait de me dire que prendre une formation et un accompagnement, c'est dans mon esprit cartésien, c'était une étape. Il fallait, pour me rassurer, d'avoir des bases, un process, etc. Donc les doutes, c'est on se lance quand même dans l'inconnu et on embarque aussi notre famille. Donc c'est comment je vais gagner mes premiers biens, comment je vais communiquer avec les propriétaires, comment je peux les rassurer. Donc tout ça, et puis le jour où j'ai un problème, comment je vais le gérer? Est-ce que les propriétaires qui m'ont fait confiance, je vais pas les décevoir? Donc ma crainte, c'était vraiment sur tout ça. Comment je vais gérer tous ces changements et surtout ne pas perdre la confiance que les propriétaires m'ont accordée. Incroyable. Et justement, tu as parlé un petit moment de doute par rapport à la famille qui allait s'embarquer avec toi dans un nouveau lifestyle. Comment ça s'est passé un petit peu est-ce qu'il y a eu de la persuasion? Est-ce qu'il y a eu de la vente du coup pour convaincre la famille de venir? Est-ce qu'il y avait aussi une envie collective? C'est assez intéressant pour les personnes qui souhaitent justement faire ce pas en avant, mais qui reportent la chose depuis très longtemps. Ouais, dans une autre vie, j'étais consultant en gestion de projet. Donc il y a une Ok, ouais, phase, donc j'ai la il y a une réponse. phase très importante qui est l'avant-projet. Tu vois. J'ai la Euh, réponse. alors comme tout projet, ça se prépare. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire du jour au lendemain, j'ai pris mes affaires, ma famille et je suis arrivé. Non. Euh, L'idée, elle était là depuis quelques années. Comme je t'ai dit, ça vient, ça part en fonction de la vie, des événements de la vie. La décision a été vraiment prise il y a à peu près 2 ans.
Et Ok. c'est là où la vraie phase d'avant-projet commence. Ok, on veut y aller. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Comment moi je vais me retrouver? Comment ma femme aussi va se retrouver? Comment mes enfants vont se retrouver? Donc du coup, on a un peu détaillé tout ça et on a essayé du coup de mettre en place tous les leviers en face de chaque question, de chaque interrogation avant de venir. L- La conciergerie faisait partie de ça. Pourquoi? Parce que euh, on gère notre temps. Donc Ouais. il y a des petites contraintes sur les entrées-sorties quand on n'arrive pas, quand c'est impossible d'automatiser. Des petites contraintes quand il y a un souci et qu'il faut le régler. Mais le reste du temps, je dirais plus de 80% de notre temps, c'est quelque chose qu'on peut consacrer Hmm. soit à notre famille, soit à accompagner en fait l'installation familiale. Incroyable, ok, ça marche. C'est vrai que la conciergerie t'accorde quand même un contrôle de temps qui est différent de ce que tu avais avant, euh, parce que du coup tu avais un emploi du temps dans le travail. Maintenant tu as quand même des contraintes qui font que des fois tu es mobilisé, mais par contre sur le reste du temps tu as quand même une bonne partie qui est contrôlable. Et j'allais te demander comment tu as réussi justement à intégrer la partie accompagnement, accélération et maintenant la conciergerie dans ton emploi du temps. Ça a été quoi la roadmap? Est-ce qu'il y avait des moments où tu faisais deux choses en même temps ou ça a été je me mets à fond à 100% directement sur tout? Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais au bout de 2 semaines de formation, je t'avais embêté en te demandant de m'envoyer des leads. J'en peux plus Ah oui, oui, je me de rappelle, tu étais très, très, très rapide. Alors, comment te dire? Moi, j'aime bien le terrain. Donc, du coup, très vite, j'avais envie de me tester. Et j'avais pas fini la formation. Donc, on s'était eu au téléphone et tu m'as dit, euh, c'est très bien, garde cette énergie, mais juste fais ces quelques modules de formation. Donc tu m'avais donné quand même quelques clés et tu m'as dit dès que tu as fait ça, c'est pas grave, je t'envoie des leads et vas-y, va te casser les dents ou, ou au contraire, montre-moi que tu vas pouvoir les transformer. Et du coup, bah, je me suis un peu auto-contrôlé et je pense que c'était nécessaire. Donc au départ, dès que j'ai commencé à travailler et à suivre la formation, j'ai fait aller 2, 3 semaines à fond avec la création encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit au début. Au départ, on est un peu seul. Donc, tu as aussi besoin d'échanger, tu as aussi besoin d'aller voir si ce que tu proposes, ça va avoir un écho chez les gens. Est-ce que ça va marcher? Parce que Hmm. tu, euh, dans la formation, on voit des coachs qui ont réussi et on voit des gens qui ont réussi, mais tant qu'on l'a pas fait, tant qu'on l'a pas Oui. vécu, on a quand même un petit doute. Donc tu vois, 3 premières semaines, j'étais à fond. Après, tu le sais, j'ai arrêté la formation pour rester sur le terrain. Et du coup, bah, j'appelais, j'envoyais des mails. J'ai profité aussi des leads qui sont inclus dans l'accompagnement. Euh, et en fait, très vite, je me suis dit, ah, je suis peut-être pas encore prêt à 100%. Euh, donc il y a peut-être quelque chose que j'ai pas encore vu dans la formation qu'il faut que j'aille creuser un petit peu plus euh, pour être plus rassuré et du coup plus rassurant vis-à-vis des propriétaires. Donc j'ai fait ça pendant, je pense, 2 semaines, mais très vite j'ai vu que euh, j'avais les réponses aux questions. Hmm. Euh, mais j'avais besoin d'être plus convaincant. Mais pour l'être, il faut être convaincu. Donc du coup, Hmm. je suis retourné sur la formation et j'ai passé du coup, bon, je sais pas, moins de 2 semaines et j'ai rappelé les mêmes personnes. Et là, Euh, tu es j'ai rappelé les mêmes revenu avec les bonnes personnes et réponses. du coup, bah, les premiers contrats ont été signés en fait suite à cet arrêt au départ. Incroyable.
C'est vrai qu'il y a un côté savoir-faire et savoir-être qui est entremêlé dans la partie vente où tu peux avoir toutes les infos. Il y a ce côté rassurant que tu dois avoir auprès des propriétaires. Et je pense qu'au début, quand tu as contacté les propriétaires, tu avais en effet toutes les infos, mais c'était tes premiers calls. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'avais eu quand j'ai commencé mes premiers calls la première fois avec les propriétaires pour ma conciergerie. En fait, ça se voyait que j'étais novice et que je testais en fait la réaction du propriétaire. Et j'avais cette envie de l'impressionner. Alors que le plus en plus on vend, le moins en moins on a besoin d'impressionner la personne devant nous et le plus en plus on connaît quasiment tout ce que va dire le propriétaire. Donc on a déjà la réponse qui est rassurante, qui est déjà préparée. Et donc là tu nous as parlé en effet de ta phase de lancement. Je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est bien que tu t'es dit, ok je reviens, j'améliore certains aspects et je me remets dans le terrain. En plus tu as rappelé les mêmes propriétaires, tu as fait de la relance et ça a bien marché. Comme quoi la relance aussi, dans la vente, on dit beaucoup que l'argent se fait dans la relance, donc faut pas hésiter à en faire. Justement, comment ça s'est passé la signature de ton premier bien du coup, Amal? Alors, comme je t'ai dit, j'avais déjà ma maison que je gérais. Mon premier contrat, c'était un ami que j'ai appelé par hasard, que j'ai connu en France. On était dans la même école. Le hasard a fait qu'on s'appelait et pour se Incroyable, demander des nouvelles, il me dit mais moi j'ai un bien à Agadir que incroyable, je gère ouais. à distance, bah vas-y tiens parle-moi de ce que tu fais et go. Donc à l'ami si tu vois la vidéo, merci, t'étais mon premier client. Et donc bah, du coup en toute transparence je me suis dit bah écoute t'es là, il n'y a pas la barrière de client-fournisseur, on est amis, bah, vas-y, écoute-moi et je vais te dire. Et en fait, il a tout de suite acheté et il me dit, bah écoute, go. Donc, signature du premier contrat euh, sur, euh, sur un malentendu, j'ai envie de dire. Tout ça pour dire qu'ils font parler en fait. Les gens ne savent pas Ouais. ce qu'on devient, ce qu'on fait, donc il faut en parler autour de soi. Hmm. Quand on se lance en entrepreneuriat, en auto-entrepreneuriat, bah la première pub, c'est bah, chaque fois que tu croises quelqu'un, bah, il faut Ouais. lui dire, en fait, je fais ça. T'as pas besoin de te vendre, en fait. Les gens te connaissent déjà. Ils connaissent ton sérieux, ils connaissent ta loyauté, etc., etc. Ils connaissent tes qualités. Donc du coup, c'est plus facile de commencer dans un cercle d'amis, de connaissances. Et en fait, tu laisses la mayonnaise prendre. Et donc voilà, le premier client, c'était ça, c'était un ami. Quand j'ai commencé, quand j'ai vu ce que je pouvais lui apporter par rapport, j'étais un peu malade, hein. Je comparais toujours, regarde, l'année dernière, ce mois-ci, tu avais fait ça, Ah, ok. regarde avec moi ce que tu as réussi à faire. Ah, donc tu avais les résultats de l'année dernière et tu as fait tes benchmarks. Ouais, Incroyable. ouais, ouais. Et en fait, ça m'a rassuré. Et quand j'ai relancé du coup mes anciens prospects, Ouais. euh, la pression est descendue en fait. Ouais. Je sais que ça va marcher. Je Mhm. sais qu'on met en place des choses qui vont améliorer la rentabilité, qui vont améliorer le taux de remplissage et qu'on va sélectionner des clients qui seront dans la moyenne. Il y a toujours des petits soucis à gérer, mais dans la moyenne plus propre entre guillemets que quelqu'un que un samsara va te ramener, etc. Donc du coup j'étais plus zen et, euh, et du coup j'ai démarré résidence, premier bien. Un prospect qui me répondait plus dans la même résidence. Un mois après, je suis retourné le voir pour lui dire, t'as pas voulu me donner ton appartement, mais regarde, ton voisin, lui, il m'a donné son appartement. Regarde ce Regarde, que ouais. j'ai réussi à lui faire. Et en fait, c'est vraiment comme ça. C'est appel, relance, quelques réussites, comparaison du coup avec ce que les gens avaient avant moi et avec mon accompagnement. Et, euh, et après, c'est du bouche à oreille. Incroyable. Franchement, c'est fou parce qu'en fait, tu as prouvé ton concept avec un propriétaire, tu t'es convaincu que ça marchait bien. Et en fait, une fois que tu as cette conviction-là, tu es sûr que dans tes prochains appels avec les propriétaires,
tu vas leur dire, ok, je suis sûr que je vais améliorer ton bien parce que je pense qu'au préalable, tu choisis des biens qui peuvent aussi être optimisables et qui peuvent bien marcher sur Airbnb. En fait, c'est bon, en fait, c'est juste le fait de le refaire à chaque fois. Et c'est fou. Là, on va parler un petit peu finance pour savoir combien génère un propriétaire qui travaille avec toi et combien toi, généralement, tu arrives à te générer avec ça. Mais juste avant, je voulais juste faire un petit point pour les propriétaires sur Agadir qui nous regardent. Si vous avez un logement sur Agadir ou Essaouira, d'ailleurs, parce que Omar, tu gères avec Kasbakis sur Essaouira Agadir. N'hésitez pas à contacter Omar, je vais vous mettre toutes les infos dans la description parce que comme vous pouvez le voir, il vous a donné la preuve, le même propriétaire un an avant avait des résultats qui est très différents maintenant qu'il gère ses logements et c'est quasiment sûr avec une optimisation d'une conciergerie et qui a les bonnes méthodes, qui a les dernières méthodes, tu vas toujours, tu vas avoir une amélioration très nette dans la partie financière et aussi dans la partie opérationnelle parce que tu gères 10 fois moins et tu gagnes 10 fois plus. Donc ton taux horaire est très très différent. Donc voilà. Tu as parlé de choses très importantes qui est la sélection des biens. Euh, J'étais très sélectif dans mes choix pour deux raisons. Déjà parce que je me sentais de présenter des appartements corrects à mes voyageurs et aussi pour pas vendre du rêve à des propriétaires. J'avais beaucoup de propriétaires qui m'appelaient pour me dire j'ai un appartement dans tel quartier ou tel quartier. Donc je prenais le temps d'aller voir, d'aller discuter avec eux et les attentes n'étaient pas les mêmes. Donc du coup j'ai été d'une très grande transparence. Ça m'intéresse pas parce que le propriétaire va être déçu, parce qu'il a des attentes trop élevées par rapport à la qualité de son bien et à l'emplacement de son bien. Et ça ne m'intéresse pas parce que ça va me générer aussi beaucoup de travail, beaucoup de problématiques avec la qualité des clients, etc. Donc j'ai conseillé à beaucoup de mes premiers prospects d'opter plus pour de la location longue durée que de la location courte durée. Euh, Parce que leur bien était plus propice à ça que de la location courte durée. Donc la sélection des biens, elle n'est pas que dans un sens, elle est vraiment dans les deux sens. C'est un conseil en fait, c'est notre devoir en tant que professionnel maintenant de la location courte durée, c'est d'être transparent avec nos propriétaires, leur demander aussi leurs attentes et puis de leur dire faisable, pas faisable, grâce à nos outils de prédiction, de comparaison sur le marché, etc. Et en fonction de ça, faire un statut et être transparent avec eux et les conseiller plus dans un sens que dans un autre. Donc ça, c'était la partie sélection qui était frustrante au début, hein, parce qu'on a quand même, quand on démarre, on n'a pas beaucoup de biens, on a envie de dire que je gère 10, 15, 20, mais pour moi, c'était pas une finalité en soi. J'avais envie de proposer aux voyageurs des logements de qualité et surtout être encore une fois transparent avec mes propriétaires et ne pas leur dire que votre bien va générer tant alors qu'en réalité, c'est pas le cas. C'est ça, c'est très, très important parce que quand on intègre un propriétaire, le but c'est d'être dans le conseil et pas dans la vente. Il y a beaucoup de gens qu'on a justement interviewé. J'ai interviewé une personne avant-hier qui s'appelait Cédric qui a fait l'erreur en fait au début de prendre beaucoup de logements. Yousra aussi avait fait la même erreur pour justement gonfler les chiffres. Mais par contre après tu reviens toujours à un moment où tu dois résilier des contrats voilà, décevoir le propriétaire parce qu'en effet il y a des logements qui malheureusement vont pas avoir un potentiel locatif qui est intéressant. Et justement en parlant de potentiel locatif aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand tu prends un logement, est-ce que tu te dis ok, ce logement il doit générer à peu près ça au propriétaire et du coup toi tu prends 20% sur les revenus locatifs, je suppose. Combien tu prends aussi, combien tu arrives niveau financier à générer avec ta conciergerie? Alors, c'est très différent. Donc, comme tu as dit, je travaille sur Essaouira et sur Agadir. Sur Essaouira, j'ai
Je me suis, on va dire, focalisé sur les villas parce que c'est un domaine que je maîtrise avec mon propre bien. Et du coup, j'avais 4 ans d'expérience sur ce que je peux en tirer et aussi les problématiques que je peux en avoir. Donc, je me suis focalisé sur ça. Et à Agadir, pour démarrer, j'ai commencé par des appartements. Donc, du coup, les montants générés, les revenus sont très différents. On est sur de la location saisonnière, mais je peux donner un exemple. Un appartement à Agadir, dans un bon quartier où je travaille beaucoup à Tarazout aussi. Mm. Euh, Là, on va être entre 10 000 et 15 000 dirhams par mois. Donc, alors qu'une villa, on va être entre 20 000, 30, 40 000. Et du coup, tu fais ton calcul sur les 20%. Ouais, Ça laisse incroyable. une petite marge. C'est ça exactement. Ok, bah c'est à peu près les mêmes chiffres que dans notre ville au Maroc. Donc toi aujourd'hui tu as une stratégie hybride où tu gères un petit peu les deux, que ce soit sur Agadir ou Essaouira. Donc, mais Essaouira tu es plutôt orienté villa, vu que c'est ce que toi tu gérais de base pour ton propre bien. Et combien de temps tu arrives à consacrer aujourd'hui à ta conciergerie? Du coup sur Essaouira tu gères à distance et sur Agadir tu gères sur place, c'est ça? Ouais, alors sur Essaouira, j'ai la chance du coup d'avoir mon frère qui est mon city manager, comme on l'appelle maintenant, et j'ai une équipe du coup de femmes de ménage avec qui je travaille du coup depuis un moment. Donc du coup, Mm. j'ai comment dire, une équipe de confiance que je peux gérer à distance sans problème. J'y vais quand même tous les mois, à minima, soit pour vérifier les biens, soit pour des nouveaux clients. Donc ça me prend, ouais, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps, vu que j'ai déjà une équipe de confiance en place qui gère les entrées-sorties, qui gère les demandes clients, etc. Donc cette partie-là, ouais, je vais dire, c'est moins de trentaine de minutes par jour, tu vois. Sur Agadir, c'est différent. Donc, j'ai démarré, j'avais personne en fait sur place. Et puis, encore une fois, pour se rassurer, enfin, toujours le même discours, pour pas décevoir, etc. Il y avait beaucoup de choses que je faisais moi-même. Donc, dès qu'un client avait besoin d'une serviette, je prenais ma voiture et j'allais lui donner. Donc, c'est euh, c'est comment dire, c'est une qualité de service où au départ tu te dis personne d'autre pour le faire. Et en fait, c'est une très très grosse erreur parce qu'il y a des gens dont c'est le métier, c'est leur métier de faire ça. Tu vois, je parle du ménage, j'ai démarré à Agadir avec des femmes de ménage, mais très vite j'ai compris que c'était ingérable, donc j'ai cherché une Mm. société de ménage. J'allais vérifier après chaque ménage, tu vois. Euh, et après, bah, la relation de confiance s'est créée avec la société de ménage. Je peux les appeler aujourd'hui pour qu'ils aillent faire une intervention dans l'heure. C'est bon, la Ouais. relation de confiance, elle est là et je ne vais pas repasser derrière. Je sais qu'ils vont bien faire les choses. Donc, tu vois, toute cette phase-là, elle prend un petit peu plus de temps. Euh, et le temps que j'y ai consacré au début par rapport à aujourd'hui, il est incomparable. Euh, mais enfin, encore une fois, pas parce qu'il y avait besoin, mais parce que j'en avais besoin. J'avais Ouais. besoin de me dire que le travail était fait comme moi je l'entendais. Donc, tu vois, comme Mm. d'habitude, tu vois, quand on démarre une activité, il faut déjà maîtriser avant de savoir déléguer. Euh, et là, du coup, je suis dans une autre phase où j'ai recruté du coup quelqu'un qui va gérer l'opérationnel. Comme ça, je peux me consacrer à la pub, à la gestion tarifaire et à l'acquisition de nouveaux biens. Incroyable. C'est vrai que dans la courbe de délégation, tu as toujours cette partie où au début tu as envie de faire la chose parce que je pense qu'il y a deux croyances et généralement tout le monde passe par ça. C'est que tu te dis qu'il n'y a personne qui va le faire autant qualitatif que toi
Aussi, en fait, tu as envie de faire quelque chose avant de la donner à quelqu'un d'autre, avant de la déléguer, pour pouvoir évaluer combien de temps ça peut prendre, le type d'effort et pour pas te faire, entre guillemets, berner. Donc c'est assez important, je trouve quand même, de faire la chose avant de la déléguer. Moi, au début, j'accompagnais mes femmes de ménage au logement, prenais le bus à Marrakech, etc. Donc c'est quelque chose qui je trouve, est est limite un petit peu nécessaire au début. Mais une fois que tu délègues à la bonne personne, en fait, tu te dis, OK, il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi, dans tout, que ce soit dans le ménage, le technique, la partie management sur place et même la partie commerciale à un moment. Donc là, tu te focuses, si j'ai bien compris, tu commences à te sortir de plus en plus. Tu as déjà automatisé la gestion, donc ça c'est bien. Tu commences à te sortir de plus en plus de l'opérationnel pour pouvoir te focus sur la qualité de la délivrabilité chez les propriétaires, l'acquisition des clients, que ce soit propriétaires et locataires. Ok. Donc là, on arrive un petit peu vers la fin de la vidéo. J'avais une question. Quels ont été les plus gros défis pour toi dans cette aventure jusqu'ici, Arman? Encore une fois, c'est m'auto-convaincre moi que ce que je fais a une valeur ajoutée pour le propriétaire. Euh, Après, voilà, Parce chacun, que comme je t'ai juste, dit, on n'a pas précisé, mais du coup, tu as 17 logements aujourd'hui sur ta conciergerie. On n'a pas parlé, on n'a pas contextualisé cette partie-là. ouais, c'est Donc vrai. vraiment Ouais, aujourd'hui, tu as ouais, ouais, c'est 17. ça. Donc, en un petit peu moins de 6 mois d'activité, c'est 17 logements entre Agadir et Essaouira. Beaucoup de logements non acceptés, je tiens à le préciser. Bien sûr. Euh, et aussi une phase où, quand je suis arrivé à 5 6 logements, euh, où j'ai arrêté en fait. J'ai arrêté toute Ouais, bien sûr. prospection, parce que je voulais maîtriser en fait ce que je proposais. Tu es quand même sollicité par les clients, tu es sollicité par une petite fuite. Enfin, c'est des petits problèmes de rien du tout, mais il faut que ça soit dans un cadre, donc processé avec, ok, fuite c'est tel, fuite dans tel quartier c'est tel. Mais cette partie-là, tu l'as pas en fait construite au départ. Oui, bien sûr. Donc du coup, ça te prend plus de temps. Aujourd'hui, j'ai une fuite, j'ai même pas besoin de me déplacer, je connais le plombier du quartier, enfin, mon plombier de confiance dans le quartier, voire Ok. mon plombier de confiance dans la résidence. Donc tout ça, ça se construit. Donc au départ, tu vois, une fois arrivé à 5 6, je me suis dit stop, j'essaye de maîtriser ça, de processer c'est quoi mes problèmes, qu'est-ce que je peux avoir comme question, qu'est-ce que je peux avoir comme problème à gérer. Et une fois que ça a commencé à tourner, bah là et en fait le passage de 5 6 à 17 est arrivé très très vite en fait. C'est le propriétaire qui est satisfait de son rendement, de son taux de remplissage, des photos que je partage de temps en temps pour dire regardez l'état de votre appartement, voire de l'évolution positive de son appartement. Parce qu'on prend un appartement dans un état et notre travail aussi, c'est de maintenir à minima le même niveau de qualité, voire d'améliorer. Donc à chaque fois qu'on va remplacer un meuble, bah, on va le remplacer pas avec le même standard, mais on va essayer de monter un petit peu plus en gamme, bah, parce que l'appartement rapporte un petit peu plus. Donc du coup, les clients étaient satisfaits de cet accompagnement aussi, et du coup, bah, bouche à oreille, un propriétaire qui te passe d'un coup 3 appartements, etc., etc. Donc le passage allez, je vais dire de 7 8 à 17, il est arrivé très vite. C'est vrai que le passage de 0 à 3, le 0 à 5, c'est le plus dur au final. Parce que c'est là où il y a tout un mindset qui change, c'est là où il y a vraiment un côté apprentissage aussi qui se met en place. Et généralement de 5 à 17, de 5 à 20, là c'est plus facile parce que c'est du scale. C'est faire ce qui a marché, le refaire 10 fois, tout simplement. Donc, euh, donc bravo à toi en tout cas pour ce cap parcours, c'est très très inspirant. Justement, on revient à la dernière question. Est-ce que tu as eu des gros défis? Parce que là, d'un point de vue extérieur, les gens ils se disent que c'est beau ce qui se passe, c'est un bon parcours. Est-ce qu'il y a eu des gros défis que tu as eu dans cette aventure jusqu'ici?
Alors, il y a toujours des défis et c'est ça en fait qui nous motive. Si tout marche du premier coup, il y a forcément un problème. Ouais, Donc, le premier défi, c'est vraiment le fait d'être seul au départ. Euh, et c'est peut-être plus une impression qu'une réalité. Parce que tu n'es pas seul. Tu t'appelles tout le temps des propriétaires, tu t'échanges beaucoup avec des voyageurs, t'échanges beaucoup avec des concierges s'il y a un appartement à louer dans la résidence, etc. etc. Mais tu as, vraiment cette impression, moi j'étais manager en fait dans mon poste d'avant. Donc j'avais toujours une équipe à gérer, j'avais toujours des réunions, je buvais des cafés avec mon équipe, etc. etc. Mm. Et du jour au lendemain, tu te retrouves en fait, où tu as l'impression d'être seul alors que c'est pas vrai. Donc ça, c'est un gap. C'est un gap et le fait de te dire, alors c'est pas le même type de relation, mais c'est une relation différente. Mais en fait, je suis en contact avec des gens infinis. Tout client qui peut réserver un bien, mes propriétaires, mes fournisseurs. Donc le réseau, au contraire, il est plus grand, mais tu as quand même ce sentiment de solitude au départ qu'il faut arriver à gérer. Ouais. Et la deuxième difficulté, tu as envie de bien faire. Donc du coup, tu te mets des contraintes, tu te déplaces beaucoup, tu essayes toujours de faire au mieux pour les clients. Donc du coup, la contrainte qui en découle, c'est soit tu restes dans ce mode-là et tu te crames, soit tu essayes de trouver un réseau et c'est ça en fait qui va faire ta réussite. C'est est-ce que tu as réussi à bien t'entourer pour garder justement ce même niveau de service en gérant 2 biens et en gérant 17 et Mm. en intégrant d'autres biens, etc. C'est vrai qu'il y a un plafond de verre en conciergerie, c'est dans le développement. Il faut vraiment faire en sorte que quand tu développes ta conciergerie et que tu augmentes le nombre de biens, tu essaies de garder la même qualité de service parce que les propriétaires ils le ressentent quand tu commences à avoir plusieurs logements, ils commencent à ressentir une petite crainte que la qualité baisse. Et c'est pour ça que les process sont très importants aussi et aussi l'envie de garder la même qualité. Donc c'est très très sain d'avoir cet état d'esprit. Petit message final, Marc, pour les gens qui nous regardent. Qu'est-ce que tu donnerais du coup à quelqu'un comme conseil qui hésite à se lancer, quelqu'un qui est en France, qui veut s'expatrier, quelqu'un qui est au Maroc, qui décide d'avoir son indépendance? C'est quelque chose que tu as fait à un stade où les gens ont très peur de le faire. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? Peut-être juste du coup pour finir sur l'étape d'avant, Oui. et j'insiste vraiment à toute personne qui va faire ça, soyez honnête, c'est pas rien, tu vois, le nom de ma conciergerie, Kasbaki, c'est tout un symbole, c'est une forteresse, donc les gens te confient les clés de leur bien, de leur maison. Donc alors tu as des investisseurs, mais tu as aussi des gens qui ont travaillé toute leur vie pour investir dans cet appartement, etc. Donc la responsabilité, il faut en être conscient. Euh, Moi, j'en étais et je suis conscient de ça. C'est un symbole en fait. La clé, on te donne la clé de mon bien. Et c'est un moment presque solennel en fait. Encore plus que la signature, le moment où on y va, où on va reprendre des photos, où à la fin de la visite, le propriétaire va te donner la clé. Il y a toujours un petit sentiment de peur de la part du propriétaire. Et, euh, et du coup, c'est un transfert de responsabilité, ce moment-là. Donc du coup, euh, faut rassurer le plus possible le propriétaire tout en étant conscient de cette responsabilité qu'il nous donne. Euh, Pourquoi je commence par ça? Euh, c'est peut-être un message aussi pour dire que c'est pas un jeu. C'est vraiment une responsabilité. Alors oui, il y a des facilités, oui, on arrive à faire beaucoup de choses,
Mais derrière, c'est vraiment des gens qui ont fait confiance, qui ont travaillé pour avoir ce patrimoine, etc. Donc mon conseil, c'est soyez conscient de ça. Soyez conscient de ça. La, et ça va se voir. Et du coup, les propriétaires vont vous faire confiance. Quand tu inspires confiance, quand tu es conscient de cela, les propriétaires vont te faire confiance parce que ça va se voir. Et le dernier conseil, c'est jump in. Je t'ai dit, j'ai pris 2 ans pour caler ça. Mais il y a un moment où tu peux prendre 1 mois, 2 mois, peu importe en fait le temps qu'il va te falloir. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Tu vas faire des erreurs, mais tu vas apprendre beaucoup de tes erreurs. Donc, allez-y. Ça facilite quand même beaucoup d'être sur place parce qu'il y a, au départ, il y a surtout le client marocain a besoin de voir, a besoin de discuter, a besoin de serrer la main. Euh, donc au départ, prévoyez de passer du temps sur place pour connaître la ville, pour connaître les gens. Et après, c'est un autre processus. Une fois que tu as ton parc, c'est autre chose. Mais au départ, euh, mon conseil, c'est vous dites pas que c'est bon, je vais prendre un accompagnement, on va me servir des clients sur un plateau. Alors oui, les prospects sont de qualité, mais les prospects, il faut les transformer. Bien sûr. Euh, donc voilà, soyez conscient de ça, de deux choses du coup, responsabilité que vous avez en récupérant les clés des biens et passer du temps pour connaître la ville, pour vous faire votre réseau. Et les deux vont faire que les propriétaires vont vous faire confiance. Bien sûr, bien sûr, c'est vrai qu'en plus, il y a tout un esprit mindset à avoir là-dessus parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir le meilleur accompagnement, le meilleur accélérateur au monde. Il y a quand même ce côté de bien-pensance, de se dire, OK, mon but reste d'aider un propriétaire. Et si ton but va être d'aider un propriétaire à rentabiliser son logement, tu vas en avoir des propriétaires, tu vas réussir à avoir ta liberté aussi. C'est un trade en fait euh, de procéder. Et oui, merci en tout cas Omar pour ces mots de la fin. Ça va être ça va inspirer pas mal de gens. Très beau parcours. Est-ce que tu as du coup un petit plug publicitaire à faire maintenant sur la fin de la vidéo pour les propriétaires potentiellement qui nous regardent, ou même pour les gens qui veulent lancer leur conciergerie, mais qui connaissent des gens qui ont des logements sur Agadir et à Essaouira. On dit toujours, enfin j'ai appris du coup depuis que je suis installé à Agadir, que Agadir est un grand village. Donc tout se sait. Euh, voilà, vous avez un bien, vous avez un appartement, une maison. Euh, Moi, je démarre toujours par un audit. Et je pense que c'est cette transparence qui fait que le lien match avec les propriétaires ou pas. Donc, si vous avez un bien, si vous voulez avoir une idée de ce que peut générer ce bien, déjà pour en discuter sans aucun engagement. Je suis toujours friand de rencontres, discuter avec les gens sur leur parcours et pourquoi cet appartement et pas un autre et pourquoi cette ville, pas une autre. C'est aussi enrichissant et après le côté business vient après. Les rencontres sont plus enrichissantes que le business en soi. Incroyable. Merci beaucoup Omar pour ton intervention aujourd'hui. Ça fait plaisir d'avoir pris de ton temps pour nous partager ça. Les amis, encore tous les liens seront dans la description, que ce soit pour rejoindre du coup l'accélérateur si vous êtes intéressé d'accélérer la création de votre business au Maroc, comme a fait Omar, que vous soyez sur place ou à l'étranger. Et si vous, pour tous les propriétaires qui nous regardent, le lien de contact pour Omar, pour Kasbakiz sera en description aussi. Ciao, ciao. Merci.